Malika Sorel, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup lu Alexis de Tocqueville. Que dit-il exactement sur l'islam? Alexis de Tocqueville dit énormément sur l'islam, sur le Coran. Il l'a lu avec beaucoup d'attention. On peut accéder aujourd'hui à tous ses écrits qui ont été rendus publics et qui sont gratuits, accessibles à tous. Ils méritent d'être redécouverts. Et on trouve aussi bien dans ses notes sur le Coran et autres religions que dans ses correspondances privées ce qu'il pensait exactement de la religion musulmane. Alors, il lui avait trouvé un point positif qui était l'absence de sacerdoce, parce qu'il considérait justement que le clergé avait figé la société, s'était arrogé un certain nombre de pouvoirs et que ça avait mis l'Église d'ailleurs en danger, la Révolution. Et il considérait aussi que l'islam était incompatible avec un certain nombre de libertés individuelles. Et il considérait d'ailleurs, il l'a écrit, que c'était la cause du despotisme et de l'immobilisme social dans les nations musulmanes. Et que disait-il exactement sur les femmes musulmanes? Alors, Alexis de Tocqueville, lui, a surtout dit qu'il considérait que c'était les mœurs de la société et que la mœurs de la société était en réalité dépendant des mœurs des femmes. La manière dont on considérait les femmes, leur liberté, leur manière de se comporter. Et justement, quand on lit le Coran et toutes ses annotations, et c'est la manière dont il a lu le texte, avec d'ailleurs il le retranscrit avec beaucoup de fidélité, on s'aperçoit comparativement avec les femmes de la société américaine, qu'il a vraiment beaucoup étudié, on voit que les femmes musulmanes n'ont pas accès à cette liberté, et donc par conséquent, c'est une évidence. Il y a un impact sur la vie sociale, et il considérait que, en réalité, la femme, c'était le sujet politique le plus important, parce que ça témoigne de la société. Et les gens connaissent peu, mais il a toute une grande partie de ses écrits sur la liberté très grande qui était celle des jeunes filles en Amérique et l'éducation qui leur était transmise. Et il fait également la comparaison entre la liberté, y compris de penser, qu'on octroyait aux jeunes filles en Amérique, protestants, par rapport aux catholiques. Et donc on voit par ricochet ensuite par rapport à l'islam et ce qui s'y passe, une religion où il y a énormément d'interdits, où justement la liberté de penser est plus que restreinte. Alors sur la difficile question des migrants, vous parlez des élites de commandement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous leur incriminez? Je considère que dans ce qui nous arrive, la responsabilité première incombe à nos élites de commandement, toute la chaîne de décisions politiques, donc aussi bien un grand nombre de nos politiques qui ont commandé l'État finalement, qui auraient dû prendre les décisions qui s'imposaient dès qu'elles ont senti qu'il y avait des difficultés d'intégration. Beaucoup de décisions, mais dans ces élites, j'inclus également, et je l'ai toujours écrit, un certain nombre de décideurs, de hauts fonctionnaires qui jouent un très grand rôle dans notre société, et les Français sous-estiment le rôle, par exemple, qui a été celui du Conseil d'État, que je décris de manière très... Burkini, c'est ça? Dans énormément d'arrêts que le Conseil d'État a rendus, il a eu une influence considérable dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel également aurait pu être un organe qui veille beaucoup plus au respect de la Constitution. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement en ce moment? Il y a par exemple le fait que de manière constante, dès qu'il y a eu des atteintes au principe de laïcité, le Conseil d'État est allé finalement à l'encontre de la laïcité elle-même qui aurait dû être respectée parce que ça permettait de garantir sur notre territoire le respect des valeurs qui fondent l'identité française. Et cela, pour ma part, je considère que aussi bien le Conseil d'État que le Conseil constitutionnel auraient dû être beaucoup plus vigilants et également ceux qui avaient en charge au niveau politique la gestion de notre pays. Ils ont sous-estimé les difficultés que nous observons pour la simple raison qu'ils se sont toujours dit que ce n'était qu'une question d'ordre économique et qu'il suffirait qu'il y ait de la croissance qui reparte pour que les problèmes culturels en réalité se résorbent. Et ils ont commis une erreur qui est impardonnable, puisqu'ils tout de même, ils sortent tous de grandes écoles et ils ont un certain niveau de culture, c'est de comparer l'immigration qui venait des pays extra-européens avec l'immigration intra-européenne, par exemple celle des Italiens, alors que les Italiens
sont très proches culturellement des Français, donc le parcours d'intégration était beaucoup plus compliqué. Et en dépit de cela, ils ont omis de rappeler que les Italiens s'étaient intégrés simplement 1 sur 3. Donc ce n'était pas si facile que cela de s'intégrer. Ils n'ont pas dit en réalité la vérité. Aujourd'hui, on entend beaucoup que ce seraient les migrants qui seraient les premiers responsables. Je considère pour ma part que ce sont les élites de commandement. Alors, une dernière petite question, et en quelques mots, quelle différence faites-vous entre intégration et assimilation? Alors, l'intégration, c'est un parcours, parce que nous avons affaire à des êtres humains. Lorsque vous traversez vous-même la frontière, vous ne vous transformez pas automatiquement en autre chose que vous êtes là, face à moi. Et on a pensé que les êtres humains, finalement, se réduisaient à leur corps et quand ils migraient, on n'avait affaire que leur corps, leur enveloppe charnelle, et que l'école allait se charger de tout, et comme par miracle, les gens assimileraient la culture. Donc l'intégration, c'est un parcours qui peut être extrêmement long, et lorsque ce parcours d'intégration réussit et que la personne accepte de s'assimiler dans le peuple de la terre d'accueil, on aboutit à l'assimilation qui, donc je le le rappelle, rappelle, dimension culturelle à ce moment-là. Et aussi affective et morale, parce qu'il y a une dimension affective et cela, nous ne pouvons pas le commander. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit que l'assimilation ne pouvait pas être obligatoire, mais par contre, lorsque la personne ne s'assimile pas, ne réussit pas ce parcours d'intégration dans la communauté nationale d'accueil, il ne fallait pas lui octroyer le statut de citoyen, qui est en réalité un statut qui touche à la souveraineté politique. Très bien. Merci beaucoup, Malika Sorel. Merci. Au revoir. Au revoir.